il y a quelque chose que les patients nous renvoient beaucoup, les yeux, c'est important. Si je devais refaire 10 fois le choix, je pense que je referais 10 fois le même choix. J'avais monté une équipe de foot à la fac parce qu'il faut s'occuper. En deuxième, troisième année, il n'y a pas tellement de choses à faire. J'ai écrit un bouquin pour les premières années de médecine. Je disais qu'on marchait. J'y croyais pas du tout. Donc ce côté business, je l'ai toujours eu en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grad Talks. Grad Talks, c'est notre podcast chez Grad Santé qui vous permet de mieux connaître les formateurs ou les membres de notre comité scientifique. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir le docteur Ludovic Nkosi, qui est ophtalmologue. Actuellement, tu es chirurgien ophtalmologiste et oculopalpébral. Oui. Bonjour, Bonjour. bienvenue et merci beaucoup de participer à ce podcast. Merci de me recevoir. Tu es cofondateur de l'Institut Daviel, anciennement SOS Œil. Toujours SOS Œil. Toujours SOS Œil, Anciennement Centre ophtalmologique Paris 17. c'est ça. Spécialisé dans la chirurgie réfractive de la cataracte. Oui. Et tu as fait 2 formations chez nous. Modalité de collaboration entre ophtalmologistes et orthoptistes en respectant le cadre de leur formation. Et dépistage et diagnostic des amblyopies chez les jeunes enfants. Exactement. La question que je pose toujours, c'est est-ce que tu peux te présenter rapidement? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours? Alors, je m'appelle Ludovic Nkosi, je suis ophtalmologue à Paris. J'ai grandi en Île-de-France, dans une ville qui s'appelle Évry, dans l'Essonne. Ok. J'y ai fait mon école primaire, mon collège, mon lycée, avant d'aller à la faculté de médecine, à la Pitié-Salpêtrière. Alors, je commence à être un peu âgé maintenant, parce qu'à mon époque, les facultés étaient rattachées toutes quasiment à un hôpital. Aujourd'hui, quand on s'inscrit en fac de médecine, on est à l'université Paris-Sorbonne. D'accord. Et ensuite, derrière, tu t'es tout de suite dit que tu voulais faire ophtalmo? Pas du tout? Non, pas au début. Le parcours est un peu long. Quand j'ai commencé la fac de médecine, j'ai commencé à m'intéresser aux matières que je trouvais les plus passionnantes pendant ma formation. Et bizarrement, c'était la psy. Si. C'est hyper marrant ce que tu dis parce que Oui. on fait pas mal de podcasts Ouais. et il y en a beaucoup qui commencent par te dire c'était la psy que j'aimais et après Oui. j'ai changé. Et pourquoi tu as changé toi pour le coup? Au début des études, la formation est très théorique. On commence par les bases. Vous n'allez pas apprendre les maladies cardiaques directement en cardiologie. Vous allez d'abord apprendre la biologie, tout ça, alors que la psy, c'est tout de suite concret, ça parle, et puis il y a aussi un côté identification. C'est-à-dire que même si vous êtes en deuxième année de médecine, quand on vous parle de cas de psychiatrie, Ouais. on peut s'identifier soi-même ou identifier quelqu'un, même si il n'y a pas de prise en charge miraculeuse. C'est vraiment très passionnant. Puis en évoluant un peu, on se rend compte que peut-être faire toute sa vie à écouter des gens malades, psy, sans vraiment pouvoir changer les choses, finalement, c'est pas si intéressant que ça. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à la chirurgie. Parce que finalement, pendant la formation, quand on apprend les différentes spécialités, il y a 2 grandes spécialités qui s'opposent, ce qu'on appelle les spécialités médicales Ouais. et les spécialités chirurgicales. Mhm. Spécialité médicale, pour simplifier, c'est le traitement des maladies. Spécialité chirurgicale, ce sont les chirurgies. Je me suis plus orienté vers la chirurgie parce que je trouvais ça plus concret et plus pragmatique. Typiquement, ce qui m'intéressait, c'était l'orthopédie, parce que je voyais les gens arriver Cassé. cassés, ils Ouais. repartaient réparés. Ouais. Alors qu'en médecine, je trouvais qu'on parlait beaucoup, qu'on écrivait beaucoup. Les gens arrivaient avec des maladies, on donnait des traitements, ils repartaient avec les effets secondaires ou des complications de ces traitements. Les prises en charge étaient longues, là où en chirurgie, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un début et une fin sur une échelle de temps que je pouvais voir. Alors qu'en médecine, on arrivait en stage, on rencontrait des patients qui étaient déjà traités depuis 2 ans et on savait très bien qu'en repartant de ce stage, 3 ans plus tard, il sera encore des patients du Toujours service. traité, ouais. Alors que la fracture du col du fémur, quand vous l'avez opérée, après vous la revoyez peut-être une fois par an pour savoir, pour qu'elle vous ramène une boîte de chocolat, mais en général, elle est guérie. Un besoin de temps court un peu, j'ai l'impression. Comme un besoin de Concret. ouais, de concret tout de suite, de tout de suite concret, voir ce voilà. que tu as pu apporter. Ah voilà, rapidement. D'ailleurs, j'ai une anecdote comme ça qui est un peu triste. Quand j'ai fait mon premier stage hospitalier, c'était en 3e année de médecine, j'ai commencé par la pneumologie. Bon, j'avais pas tellement le choix parce que il y a un système de choix de stage en fonction de la lettre alphabétique. Mhm. Et ce trimestre-là, j'étais très mal classé. On a dû commencer par... moi, je suis en N, N, on a ouais. dû commencer par P. Ouais. Donc j'ai choisi dans les derniers, je suis tombé en pneumologie. Sauf que je suis tombé dans l'unité de cancéro-pneumo. Et c'était ma première expérience à l'hôpital. Donc l'hôpital de jour de cancéro, qu'est-ce que c'est? Les patients arrivent le lundi pour des séances de chimiothérapie et repartent le vendredi. Ok. Je ne savais pas du tout ce que c'était la chimiothérapie, vraiment, je débarquais dans le milieu. Et donc les patients arrivaient le lundi,
On attribuait à chaque externe, donc étudiant en médecine, 1 ou 2 patients. Donc on faisait l'observation, on discutait avec le patient de sa vie, de son traitement, de ses maladies, et on le suivait tous les jours jusqu'au vendredi. Sauf que si vous faisiez une photo du patient le lundi qui rentrait et du patient qui sortait le vendredi, il avait perdu ses cheveux, il avait perdu du poids, Ouais, il il était était beaucoup plus vraiment abîmé. très exactement. Mmh. Et je me rappelle au bout de la 2e semaine, j'étais voir la chef de clinique, un peu déprimé en lui disant, vraiment en posant la question très naïvement, en disant: «Je suis désolé», Cécile elle s'appelait, Cécile Chenivès. «Je suis très embêté parce que je ne comprends pas. Pour moi, je faisais médecine pour guérir les gens et là, j'ai l'impression, non seulement de ne pas les guérir, mais de les détériorer». Mmh. C'est normal parce que c'est un service de cancéro, donc ils ont l'habitude. Elle a été très, très pédagogue, très psychologue même, en m'expliquant: «Tu sais, toi tu vois à courte échelle, mais si on ne fait pas ça, dans 2 ans, l'état est encore pire et dans 3 ans, la patiente décède. Mais grâce à ce qu'on fait, tu verras qu'elle guérira. Bon, tu auras peut-être pas le temps de De voir ta l'observer toi, guérison, bien sûr. mais on n'est pas toujours dans la même échelle de temps selon la spécialité médicale qu'on fait et ce qu'on fait nous ici en pneumologie, c'est aussi important que ce qu'on peut faire dans d'autres, spécialités». Ça m'a rassuré, mais ça m'a pas convaincu. Donc j'ai changé de bord pour la chirurgie. D'accord, et ophtalmo, pourquoi? Ça, c'est encore une autre histoire. Parce que à la fin de l'externat, donc des études, de médecine à la faculté, il y a un concours national, qui permet de choisir la spécialité et accessoirement la ville, dans laquelle on va l'exercer. Donc j'ai eu la chance de bien réussir, donc j'avais tous les choix. Mais OK. depuis longtemps, je savais que c'était de la chirurgie orthopédique que je voulais faire. Sauf que quand on a tous les choix, s'ouvrent des opportunités auxquelles on n'avait même pas pensé. Même si on a son idée directrice, depuis le départ. C'est parfois plus dur C'est quand plus on a trop de choix. c'est beaucoup plus dur. Ouais. C'est beaucoup plus dur. J'aurais aimé, n'avoir qu'un choix, Ouais, ça aurait été ouais, je comprends. plus facile. Mais je suis resté quand même sur, mon idée principale, donc j'ai écouté mon intuition, j'ai fait de l'orthopédie. Mais je me suis quand même arrangé en me disant parce que selon la façon dont on s'organise pendant les 5 ans d'internat, sur les 2 premières années, on peut changer, on peut bifurquer pour d'autres, spécialités. Mais il faut bien s'organiser de telle sorte que les stages qu'on fait pendant ces 2 premières années soient toujours valables si jamais on change de voie. Typiquement, dans une formation de cardiologue, il faut faire des stages d'internat en cardiologie et en pneumologie. Mmh. Si vous hésitez entre les 2, bon, ben, vous allez vous débrouiller pour que dans les 2 premières années, vous passiez soit et en cardio et en pneumo. Comme OK. ça, peu importe la voie que vous choisissez, c'est pareil. Et donc, l'ophtalmologie et l'orthopédie sont des spécialités chirurgicales. Donc, je savais qu'en choisissant l'orthopédie, je pourrais rebondir en ophtalmo si jamais ça ne me plaisait pas. Et donc, j'ai commencé mon internat en faisant de l'orthopédie. C'était vraiment ce à quoi, pour moi, j'étais destiné. J'ai commencé à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges en tant qu'interne au premier semestre. J'ai adoré ce stage parce que tout de suite, alors ça c'est le principe de l'internat, c'est que la veille, vous êtes externe étudiant sans aucune responsabilité. Ouais, Le lendemain, ouais, on vous appelle docteur ouais, et il y a des patients qui viennent et vous devez les prendre en charge sans personne. ouais, Donc il y avait cette expérience-là. bien sûr. Et quand on fait les études, en tout cas la formation à Paris, une des matières pour lesquelles je pense qu'on est le mieux formé, c'est l'orthopédie. Déjà parce que c'est facile, c'est pas très dense à apprendre et puis c'est très concret. C'est-à-dire que, c'est beaucoup plus facile pour un interne premier semestre de prendre en charge une entorse de cheville qu'un infarctus du myocarde. Donc on avait le sentiment, dès le premier semestre, d'être vraiment un vrai médecin. Parce que Mmh. même au bloc, on nous laissait opérer directement, des choses, alors pas tout seul, mais c'était vraiment nous qui faisions, même, en tant que débutants. Donc c'était une expérience très, enrichissante et enfin, l'ambiance était géniale. Les orthopédistes, alors ils travaillent beaucoup, mais ont une mentalité, très cool, très sympa. C'est quelque chose de connu ça? Les Oui, orthopédistes oui, en général sont oui, d'accord. les orthopédistes sont cool. OK. Alors un peu, prétentieux parfois, mais très cool. Donc j'ai adoré ce stage, mais comme j'ai un peu de suite dans les idées et j'avais toujours des hésitations, réflexions par rapport à d'autres, choses, j'ai essayé de me projeter et c'est là que la réflexion est devenue intéressante. Pour me projeter, c'est très simple, je regardais la vie de mon chef de clinique qui avait, un peu moins de 40 ans à l'époque et une petite fille de 3 ans à l'époque, Ouais. elle avait sa petite fille. Et ben, des fois, il rentrait pas chez lui, parce qu'il opérait toute la nuit, notamment il y a un épisode comme ça. Villeneuve-Saint-Georges, il faut savoir que c'est un hôpital qui est, sur une espèce de colline, heu, donc entre la gare, RER et l'hôpital, vous marchez 10 minutes, dans la montagne. Bon, un jour, il y a eu la neige, parce que comme, tu sais, dès qu'il neige à Paris ou en région parisienne, c'est la fin du monde. Sauf que neige, verglas sur une colline, On est bien. alors ce jour-là, pendant 48 heures, on a enregistré à peu près
45 patients pour des fractures du poignet, des fractures du col du Lié à la fémur, glace, enfin lié liées au parce qu'ils climat. ils avaient glissé. Et dans ces 45 personnes, il devait y avoir 10 personnes de l'hôpital. Typiquement, le brancardier qui rentrait chez lui, dans le parking, tombe, fracture, revient. Et donc, comme on a un service d'orthopédie, on avait un service d'orthopédie avec des gardes chirurgicales, il y a eu le plan blanc qui a été déclenché, donc une sorte de réquisition des médecins. Et on est resté, moi personnellement, j'ai fait 48 heures de suite à l'hôpital, sans rentrer chez moi, mais le chef, lui, il a fait 3 jours. 3 Et jours. donc quand on discutait avec, je lui disais: «Alors, quelles sont tes perspectives? Quand tu pars de l'hôpital, qu'est-ce que tu fais?» Il m'expliquait qu'il devait rester un peu plus à l'hôpital pour se faire une réputation, pour pouvoir avoir des correspondants qui lui adressent des patients si jamais il s'installait en ville. Donc il y avait une sorte d'aliénation à Mmh. l'hôpital Mmh. pendant un moment avant de devenir indépendant. Et je me suis dit que je ne voulais pas ça parce que je trouvais que les 7 années de médecine que j'avais déjà faites étaient assez longues Ouais. et je voulais juste un parcours qui me permette de rendre à l'hôpital ce que je devais à l'hôpital ou prendre, ce que je devais prendre, donc la formation, et une fois terminé, je m'en vais sans me préoccuper de comment je vais faire pour, réussir. À côté du service d'orthopédie, il y avait le service d'ophtalmologie. Et donc, comme j'étais dans mes 2 ans un peu, probatoires, je me suis dit: «Allez, pourquoi pas essayer un stage d'ophtalmo pendant 6 mois de toute façon, que je fasse ortho ou ophtalmo, les 2 stages sont dans la maquette, donc ça ne changera pas grand-chose». Et j'ai fait ophtalmo. L'ambiance était différente, Ah, le rythme était plus cool. ouais. On se croisait au bloc, alors les orthos m'ont pourri pendant 6 mois parce qu'ils Bah, ne oui. comprenaient pas pourquoi un orthopédiste devenait ophtalmo. Ouais, c'est vrai que Parce qu'en plus les orthos ont un côté un peu macho. Et donc l'ophtalmo est vu un peu comme une spécialité précieuse mmh. de femmes. Mmh. Ils l'ont très mal vécu, donc ils me pourrissaient chaque fois qu'ils me croisaient au bloc. Sauf que quand l'ophtalmo avait fait 5 chirurgies, l'orthopédiste était bloqué sur son genou explosé, coté à 150 €, pendant que l'ophtalmo avait fait un chiffre d'affaires 6 fois plus élevé et partait plus tôt, avait une meilleure qualité de vie. On avait aussi des gardes en ophtalmo, mais on était très, très rarement obligé d'opérer dans la nuit. Il y a un seul cas en ophtalmo pour lequel vous pouvez être, amené à Appelé. opérer dans la nuit, Ouais. c'est la plaie de l'œil, c'est-à-dire l'œil crevé, quoi. Mmh. C'est quand même assez rare, Mmh. alors que l'ortho, bah, par essence, et d'ailleurs quand j'étais en orthopédie, on profitait de la nuit pour rattraper des choses qu'on n'avait pas pu faire la journée. Donc qui n'étaient pas forcément des Ouais. urgences, Ouais. simplement le problème qui débordait. Donc pas le même rythme de vie, pas le même confort. Finalement, je me suis dit que l'ophtalmo, c'était pas mal et j'ai continué dans cette voie. Un peu un rapport business avec la médecine, mais Oui, non, oui, mais bah, il faut pas se cacher. voilà, que je sens assumé chez toi. Je Oui, pense qu'on peut cumuler les 2. On a eu plein d'exemples ici, mmh, dans les podcasts d'entrepreneurs, qui aussi, sont médecins et cetera. Donc, je mmh, pense qu'effectivement, c'est en train de changer, mais je vois que toi, tout de suite, tu t'es dit: «OK, c'est pas la vie à laquelle j'aspire exactement. et donc j'ai envie de quelque chose C'était de». un compromis. Alors c'est vrai que c'est assumé, et ça serait de l'hypocrisie de ne pas en parler. Personnellement, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Toujours été en moi parce que je trouve ça amusant, et c'est une sorte de challenge. Quand j'étais en troisième année de médecine, j'ai écrit un bouquin pour les premières années de médecine Mmh. parce que le concours, alors il y a toujours eu un business énorme autour du concours de première année de médecine parce que ce concours détermine si vous allez continuer ou pas. Mmh. Et donc les enjeux sont importants. Il y a des organismes qui organisent des cours de soutien pour les Des premières prépas, années, quoi. des prépas, oui. Mmh. Donc j'ai bossé pour une prépa, pendant tout mon externat. On était quand même dans une faculté de médecine assez, bourgeoise, dans le sens où on avait quasiment pour toutes les matières un polycopié fait par la fac, par les profs, très bien fait, sauf pour 2 matières qui étaient très importantes, c'était l'anatomie et la physique. Mmh. Et pour ces 2 matières, il fallait aller en cours, tout écrire et compléter des planches en même temps. Et comme c'était très dense comme matière, elle pesait beaucoup, enfin en tout cas, elle pesait très lourd dans, le résultat au concours. Mmh. Ce que je me suis dit, au début de l'année, on distribuait aux étudiants des planches d'anatomie vierges et donc eux, ils allaient en cours, ils devaient compléter la planche d'anatomie et écrire le cours en même temps. L'examen, c'était un QCM. Il n'y avait même pas de planche à l'examen. C'était un QCM, il fallait connaître par cœur toutes les insertions de muscles, les trajets des artères et tout ça. Donc c'était très difficile d'écrire, de compléter les planches, d'apprendre et de mémoriser, tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des planches vierges, je les ai complétées au propre, j'ai tapé tout le cours à l'ordinateur, j'ai créé des exercices pour qu'ils puissent mémoriser pas à pas les différents chapitres
et je les ai commercialisés. Donc, au départ, j'ai fait auprès des étudiants, enfin, de mes étudiants de prépa. J'en avais pas beaucoup, j'en avais 40. Ça a très bien marché, je me suis dit, tiens, Ouais. intéressant, il y a peut-être On une peut idée. peut-être passer à 100. Donc, je vais à la rencontre des étudiants qui venaient s'inscrire en fac de médecine. Je leur parle du concept. Alors, ils sont naïfs quand ils sortent de la Ouais. fac. On pourrait leur vendre n'importe quoi. Ouais. Bonjour, j'ai réussi le concours. Ouais. Ouais. J'ai fait ça, Je vous donc donne, je vous fais-le. donne ma méthode. Exactement. Ouais. Donc, il le faisait. Et au bout de quelques semaines, j'ai vu que je commençais à être débordé. Ouais. C'est-à-dire que j'avais pas le temps d'aller en cours parce que j'étais avec mes polis sous la veste, j'avais des cartons devant la fac en train de vendre, de distribuer. Je me suis dit, il faut que j'industrialise le truc. Mais comment je vais faire pour l'industrialiser? Je vais voir un éditeur de livres Ah pour oui. étudiants de médecine. Et- Et donc, on discute et il me dit, bah, écoute, moi, je veux bien t'éditer, mais par contre, c'est 4%, je Ouais, crois, c'est rien du du tout truc. dans le livre. Je dis, C'est... bah non, Non. mon Ouais. truc, c'est de l'or, je veux pas 4%. Il me dit, oui, mais tu seras diffusé sur toute la France. Je lui dis, bah, écoute, ça ne m'intéresse pas d'être diffusé sur toute la France parce que les programmes des facs de médecine sont différents. Ok. Et moi, ce qui fait la force de mon polycopier, c'est qu'il est pile adapté à ce que le prof dit à la fac de la Pitié. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, mais il y a tout. Donc, mon truc vaut plus. Donc, on trouve un arrangement. Il dit, OK, je ne vais pas t'éditer, mais je vais te l'imprimer. Ok. Je te l'imprime. Du coup, je prends une commission pour l'imprimer et tu n'as plus à te déplacer. Et les gens viennent directement acheter chez moi. Ok. Je lui dis, OK, mais ça coûtait 40 € à l'époque. Et 40 € en 2007-2008, c'était très cher pour un étudiant. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, j'ai une équipe de foot, enfin, j'avais monté une équipe de foot à la fac parce qu'il faut s'occuper en deuxième, troisième année, il n'y a pas tellement de choses à faire. J'ai monté une équipe de foot, le problème, c'est qu'on n'avait pas d'équipement. Et j'ai été voir la prépa pour laquelle je bossais et je leur ai dit, il n'y a pas tellement d'étudiants inscrits, vos concurrents sont plus forts que vous. Moi, j'ai un bouquin qui va cartonner. Le problème, c'est qu'il coûte trop cher. Ouais. On va faire un deal. Vous nous payez des équipements pour mon équipe de foot. Nous, on met la pub de votre prépa. On est 22, donc on aura 2 maillots chacun. Ouais. Donc il y aura 44 maillots et on s'engage tous les jours à aller à la bibliothèque, au moins 2 ou 3 étudiants avec votre pub. Ok. J'introduis une pub dans mon bouquin. Vous me financez les frais d'impression que je retire au prix de vente. Ok. Comme ça, je garde ma marge. Mais tu L'étudiant descends ton l'achète prix. moins cher. Mhm. On fait un truc plus joli avec votre pub dedans. Et comme il va être moins cher, il va être beaucoup mieux diffusé avec votre pub. Et en plus, si c'est moi qui fais ce bouquin qui est très bien, et je dis j'ai été étudiant de votre prépa et je suis conférencier dans votre prépa, bah, ça fait un coup de pub. Bah, les mecs ont marché. J'y Mhm. croyais pas du tout, hein. Enfin, j'ai vraiment été Au culot. comme ça en jogging, sans aucune conviction. Les mecs ont dit oui. Et donc là, ça a généralisé. Tout d'un coup, je suis passé de... la première année, j'avais dû vendre 150 exemplaires. La deuxième année, j'en ai vendu 700. Ok. Et après, j'en ai vendu 1200. Et donc ça, plus je progressais, moins j'avais le temps. Et donc, ce que je faisais, c'est que je recrutais des nouveaux étudiants qui étaient dans la même prépa pour le mettre à jour. Ah Donc, je oui. disais, OK, je vous donne une commission sur recette, Ouais. mais vous le mettez à jour par rapport au dernier programme pour toujours être compétitif. Et donc, pendant 7 ans, Incroyable. j'ai fait Ça a ça. duré 7 ans. Ça a duré 7 ans. J'étais même interne que ça continuait. Et donc, ça finançait toutes mes études, Incroyable. études de médecine. Donc, ce côté business, je l'ai toujours eu, en fait. Mais c'est étonnant ce que tu dis parce que on se dit que quand même, il est très facile de photocopier ton bouquin. Ah Il oui, est... ah bah, il y a eu. Il y a eu des photocopies. Bah ouais. Et donc, j'ai réagi tout de suite parce que ces idiots, quand ils photocopiaient le bouquin, ils venaient avec à la bibliothèque Ouais. pour travailler. C'était difficile parce qu'ils faisaient quand même 300 pages. Ouais. Donc, il fallait photocopier 300 pages. Ouais. Il y avait une autre reprographie un peu bizarre à côté de la fac qui a commencé à le faire. Et donc, j'en ai parlé à la prépa qui a fait un courrier d'avocat. Si tu voyais le courrier d'avocat, tu n'avais plus envie de photocopier le bouquin. Et comme j'étais très présent, je passais ma vie à la fac, tout le monde me connaissait. D'accord. Et donc, ils avaient un peu des remords. Ils me connaissent, ils me voient tous les jours. Et moi, finalement, je leur ai promis de faire baisser le prix en faisant éditer, chose que j'ai faite. Et donc, on est passé de 40 à 25 €. Et puis, à 25 €, c'était accessible pour tout le monde. Pour tout le monde. Et pour entretenir un peu la pub, ce que j'ai fait, c'est que je faisais un sondage des gens qui avaient mieux réussi le concours. Et ils me mettaient un témoignage au dos. Et donc, l'année d'après, quand j'y Les avis retournais Google. à la... Voilà. Il n'y avait pas encore Ouais, les ouais, avis non, mais- Google à l'époque. Et donc, je retournais aux réunions de rentrée, tout ça. Je vais les étudiants, regarde, tu vois, il y a le premier qui l'a utilisé, il y a le deuxième, le troisième, le quatrième. Il faut que tu aies ce livre, sinon tu ne seras pas du tout compétitif. Et comme j'étais hors concurrence par rapport aux prépas, parce que les prépas
faisait plutôt des choses scientifiques. Donc il y avait personne sur le marché pour faire ça, et donc j'en ai profité Génial, pendant 7 ans. génial. Et aujourd'hui, ça se fait plus. Enfin, tu sais pas? Est-ce Non, que ça alors, continue? Est-ce non, que... non, j'ai arrêté parce qu'il y a un moment. Alors, entre mon époque et aujourd'hui, s'est développé ce qu'on appelle le tutorat Mhm. à la fac. C'est-à-dire une initiative au départ des étudiants qui faisaient bénévolement des cours le samedi. J'ai fait aussi le tutorat quelques fois, mais bon, c'était pas la même motivation. Mais ça s'est beaucoup plus structuré, et il y a eu un moment où même la fac s'est impliquée dans le Ouais. tutorat, et le tutorat a fini par sortir aussi son polycopier, largement inspiré du mien. Mhm. Et donc, après ça, ça devenait trop compliqué aussi de trouver des étudiants, faire la mise à jour. Et puis, l'autre chose qui est apparue aussi, c'est la vidéo. Avant, il n'y avait pas les cours en vidéo. Aujourd'hui, avec les cours en vidéo, Ouais. ils peuvent revoir, ils peuvent tout revoir quand ils veulent. Donc Ça, forcément, c'est... c'est plus, Ah, évidemment. ça n'a plus la même utilité. Chez Grad, c'est évidemment nous ce qu'on propose, c'est-à-dire de dire, Mmh, pour faire votre DPC, vous avez 2 solutions. Vous mmh, pouvez le faire, en présentiel. On fait aussi du présentiel, mais mmh mh, vous avez aussi le e-learning où, mmh. vous le faites quand vous voulez, vous pouvez Exactement, revoir, vous pouvez, exactement. et ça On peut c'est mettre pause, rembobiner, revenir, c'est ça, et ça c'est alors vachement qu'avant, tu important. ratais, c'était terminé. Enfin, Aussi, est-ce que tu crois que la culture a un peu changé dans le concours? Parce que je suppose qu'en fait même, les étudiants entre eux ne se donnaient pas Non. d'infos pour Ouais, ouais. justement pouvoir être le premier. Est-ce que tu crois que Mmh. ça perdure aujourd'hui? Je me rends pas compte. Je ne sais pas, je suis loin de la fac aujourd'hui, Ouais. mais moi, j'ai toujours une façon, je pense, de penser différente, dans le sens où, même en première année, j'avais compris que c'était un concours, mais j'étais mon propre concurrent. C'est-à-dire que parmi les quelques renseignements que j'avais pris avant de m'inscrire en fac de médecine, j'avais demandé quelle était la note en général minimale pour être classé. Ouais. Donc on m'avait dit: «Si tu as 13, tu es sûr d'être pris dedans». Et donc peu importe ce que faisaient les autres, cacher les choses, s'échanger d'informations ou pas, il fallait que j'ai 13 sur 20. Si j'ai 13 sur 20, qui est Pierre, Paul ou Jacques dans le concours, je l'avais. Mmh. Donc je n'ai jamais vraiment été, dans la comparaison, la compétition. Alors forcément, quand on est en TD et qu'on a l'impression de répondre mieux que celui à côté, on se dit: «Bon, lui, il sera pas devant moi». Mais en étant un petit peu lucide, on sait que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est, votre performance Mmh. propre qui fait que, vous allez être classé ou pas. Tu disais que donc la vidéo aujourd'hui a un peu remplacé, Oui, tous ces systèmes, et donc tu fais 2 formations chez nous. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. oui, Parlons de la première, c'est le dépistage et diagnostic des amblyopies. C'est toujours très dur à dire, amblyopie, amblyopie. chez les jeunes enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce que c'est que cette formation et quels sont les objectifs principaux? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est l'amblyopie? L'amblyopie, c'est le fait qu'il y ait, en général, un des 2 yeux qui ne se développe pas aussi bien que l'autre, si bien que, quand on n'a pas les 2 yeux développés de la même façon, on perd la vision stéréoscopique, c'est-à-dire la vision des reliefs. Et donc, quand on a une mauvaise vision des reliefs dans la vie, forcément, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on est handicapé. Mmh. Le grand problème de cette, pathologie, c'est qu'elle passe totalement inaperçue. Si toi, demain, tu as ton œil droit qui perd de l'acuité visuelle, tu t'en rends compte tout de suite, parce que tu as un référentiel de normalité. Tu sais qu'est-ce que c'est une vision normale, et donc le jour où c'est pas normal, tu te rends compte. Mmh. L'enfant ne le sait pas. Mmh. Si il est né avec une vision floue, ben pour lui, la normalité, c'est la vision floue. Ouais, je vois de quoi tu parles parce que mon fils Donc a des gros problèmes de vue, et donc je vois très, voilà, très donc bien. pour lui, c'est Pour le lui, monde, c'est comme ça. c'est le monde normal. Donc il va pas s'en plaindre, ça va pas forcément se voir. Sauf que il y a une période, en général entre la naissance et 8, 10 ans maximum, pendant laquelle il y a une sorte de plasticité cérébrale qui fait que, une fois cette période passée, ça ne peut plus évoluer dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que quand il y a un défaut visuel, on a cette période-là pour le corriger. Quand on Mmh. le corrige, on rétablit l'équilibre des choses et tout va très bien. Et quand on ne le corrige pas, passé cette période, c'est terminé. D'où l'enjeu important de pouvoir dépister quelque chose dont les gens ne vont pas se plaindre, qui ne va pas forcément se voir, et agir pour traiter, éviter le handicap visuel de l'enfant. Très bien. Donc ça, c'est l'amblyopie. Donc l'intérêt de cette formation, justement, c'est d'augmenter la capacité de tout le monde, principalement les acteurs concernés, orthoptistes, ophtalmos, pédiatres, de détecter cette pathologie afin d'orienter les patients pour qu'ils puissent être traités de Au bon moment. l'amblyopie au bon moment. Et donc l'autre formation aussi, c'est autour, du strabisme, Oui, et notamment le travail, la coopération avec les orthoptistes. exactement. Alors, ce sont deux problématiques qui se rejoignent un peu. Donc j'ai expliqué ce que c'était l'amblyopie.
Le strabisme, à la différence de l'amblyopie, il se voit. C'est-à-dire qu'un enfant qui louche, c'est la première chose qu'on voit. Et le strabisme provoque une amblyopie s'il n'est pas bien pris en charge. Mhm. Souvent, le petit conflit qu'on a avec les parents ou les patients, c'est que ce qui préoccupe le parent, c'est de voir son enfant qui louche, c'est le strabisme, mais ce qui nous préoccupe, nous, c'est l'amblyopie, donc la conséquence du strabisme derrière. Mhm. Il y a moins de problèmes de dépistage de strabisme parce que ça se Ça voit, se voit, ouais. donc les gens vont consulter pour ça. Et après, le problème se rencontre une fois le diagnostic posé, parce que le parent veut juste que l'œil de l'enfant se redresse, mais nous, on veut que l'œil de l'enfant soit fonctionnel. Mhm. Et donc ça, il faut arriver à le faire comprendre aux parents, il faut arriver à le faire adhérer le parent au traitement, et ça nécessite un suivi rapproché, et c'est là où on a besoin de l'orthoptiste. Parce que l'ophtalmo pose les diagnostics, l'ophtalmo donne les directives, mais tout le suivi qui doit être très rapproché est fait par l'orthoptiste avec des exercices, des La kiné des conseils, yeux, des formations, ouais. exactement. Mhm. Et, euh, et donc, la formation détaille un petit peu le rôle de l'ophtalmo, le rôle de l'orthoptiste, dans le but de donner une prise en charge optimale et auquel le patient adhère pour pouvoir préserver le développement visuel. Toi, dans ton quotidien, t'en vois beaucoup des cas comme ça? Alors, le cabinet que j'ai monté est très particulier dans le sens où il se positionne comme un cabinet multidisciplinaire. C'est-à-dire que on reçoit les urgences ophtalmologiques 7 jours sur 7. Mhm. Et donc, qui dit urgence dit tous les motifs. On est organisé avec des pôles de spécialité. Il y en a qui font de la rétine, d'autres de la paupière, d'autres de la pédiatrie, si bien que entre le lundi et le dimanche de chaque semaine, on voit entre 1000 et 1200 patients pour différentes raisons, dont des strabismes. Alors, je vais évidemment prêcher pour ma paroisse, on fait vraiment des soins de qualité, Mhm. on rend service en faisant les urgences, et donc les patients ont en général une très bonne expérience quand ils arrivent chez nous, si bien que ils peuvent arriver par le biais des urgences, et quand ils repartent, ils demandent si on fait aussi du suivi, de la prise en charge. Donc vous avez la maman qui vient parce que la lentille était coincée, on a décoincé, elle est contente, elle va ramener son enfant derrière. Mhm. Vous avez, ah tiens, j'ai un antécédent de strabisme quand j'étais petit, Je dois vérifier je pour mon demande des enfant. conseils, Ouais, elle ah, ramène son enfant ou même pour derrière. ouais, ouais, Voilà, tout elle à fait. ramène son enfant derrière. Donc, en pratique, on en voit beaucoup des patients qui viennent avec des enfants dans notre cabinet parce qu'on prend tout le monde. Donc aujourd'hui, cabinet 7 jours sur 7, vous Oui. êtes combien de praticiens? 7 praticiens titulaires et des Ouais. remplaçants pour pouvoir assurer tous les horaires. Que ça doit être conséquent pour le coup, puisque si c'est ouvert 7 jours sur 7, c'est quand même, il y a une sacrée rotation. Et Oui. je voulais avoir un petit peu ton avis sur, je trouve, moi, à titre de patient, Mm. que tout ce qui est autour de l'œil est Mm. très technologique. C'est-à-dire qu'on a énormément de machines autour de soi. Oui, c'est Et vrai. est-ce que tu trouves qu'il y a eu un gap? J'aimerais bien avoir ton regard sur ce qui s'est passé sur les 10 dernières années et ce qui va peut-être se passer après. Alors, 10 ans, c'est quasiment pile mon échelle. Parce qu'il y a 10 ans, j'étais déjà ophtalmo. Mhm. Sur les 10 dernières années, il y a des évolutions, mais pas vraiment de révolution. La Ok. révolution va peut-être arriver là avec l'intelligence artificielle. Mais évidemment, il y a beaucoup de machines qui sont de plus en plus sophistiquées, mais l'activité d'un ophtalmo aujourd'hui versus celle d'il y a 10 ans, finalement, le changement, il n'est pas tellement technologique. Le changement, c'est surtout dans l'organisation. C'est-à-dire que il y a 10 ans, il y avait encore beaucoup d'ophtalmos qui fonctionnaient tout seuls dans un modèle de médecin libéral installé en solo. Et aujourd'hui, alors il y a quelque chose qui a changé avec les machines, c'est le prix, Mhm. c'est l'investissement, si bien que pour exister et faire une structure efficiente, il faut un investissement financier important et donc c'est plus facile quand on est en groupe. C'est d'autant plus qu'on peut se diviser les spécialités et les pôles de compétences. Quand tu dis importante, enfin, pour donner un ordre d'idée, en Mm. 10 ans, ça a été multiplié par 2, par 3. Ah oui, C'est bien quoi? au moins par 3. Ah oui, d'accord. Oui, 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 l'investissement aujourd'hui est Donc très un, conséquent. un ophtalmo qui veut Il, s'installer aujourd'hui, il il doit dépense. s'installer en groupe et il doit dépenser beaucoup. D'accord. S'installer en groupe, dépenser beaucoup. Par contre, sur une échelle plus longue, si on me remettait aujourd'hui dans un cabinet d'ophtalmo d'il y a 30 ans, je serais totalement incompétent. Parce que aujourd'hui, la technologie, par rapport à il y a 30 ans, nous aide tellement qu'on est peut-être quelque part un peu moins bon clinicien. Mhm. C'est-à-dire que un ophtalmo d'il y a 30 ans qui regarde une rétine à l'œil voit beaucoup plus de choses, à mon avis, que moi aujourd'hui, si je regarde à l'œil. Mais la différence, c'est que moi aujourd'hui, j'ai un OCT, qui est un scanner très performant, qui voit des choses
que l'ophtalmo d'il y a 30 ans ne voyait pas. Mhm. Et l'autre chose qui a changé aussi, c'est la délégation. C'est le travail aidé avec les orthoptistes. C'est qu'on délègue beaucoup plus de choses aux orthoptistes, notamment tout ce qui est test oculomoteur, que les ophtalmos d'il y a 30 ans faisaient. Et aujourd'hui, on ne sait plus tellement le faire parce qu'il y a des gens qui sont mieux formés et plus spécialisés là-dedans. Alors, on peut avoir l'impression comme ça que c'est une régression, mais pas du tout, parce que quand c'est technologique, ça va plus vite, le diagnostic est plus clair et plus précis, et on a la capacité de voir plus de patients grâce à la délégation, grâce à cette technologie. Et est-ce que tu dirais aussi peut-être que tu as un peu plus de temps pour les voir ou pas? On a un peu plus de temps, même si Mm. les patients ont toujours l'impression que l'ophtalmo, ça va, ça va trop Ouais, vite. ouais. Mais oui, on a un peu plus de temps parce qu'on se concentre uniquement sur le problème médical, effectivement. Et puis aussi peut-être que ça peut aider un jeune ophtalmo, c'est-à-dire tu parles de cette personne qui était meilleure clinicienne, enfin, Clinicienne, oui. il y a 25 ans, mais en même temps, c'était parce qu'elle avait pendant des années observé des yeux avant de Oui, pouvoir avoir ce diagnostic. effectivement. Alors que là, tu peux arriver tout de suite et Et grâce au rapidement scanner. avoir le diagnostic, et je pense que tout le monde y gagne. Et pour les 10 ans à venir, qu'est-ce que Hmm. tu perçois, toi? Pour le 10 ans à venir, deux choses. Euh, pour parler spécifiquement de l'ophtalmo en France, on n'arrive pas à résoudre le problème de l'offre par rapport à la demande. C'est-à-dire qu'il y a toujours, alors à Paris on est biaisé, parce que un délai de rendez-vous de consultation d'ophtalmo c'est 24 heures, mais dès qu'on sort de Paris, ça devient compliqué. Je ne suis pas sûr qu'on puisse résoudre ce problème juste en augmentant le numerus clausus, parce que quand vous augmentez le numerus clausus, ça bouchonne à l'hôpital, Mhm, donc c'est pas demain qu'on va faire des miracles grâce à ça. mhm. Mais à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura il y aura de moins en moins de choses qui seront sous la responsabilité de l'ophtalmo. Il y a quelque chose contre lequel les ophtalmos se battent depuis quelques années, c'est la prescription des verres correcteurs. Mhm. On est un des derniers pays dans lesquels c'est indispensable de passer par un ophtalmologiste pour avoir des lunettes. Alors, la loi a déjà un petit peu évolué dans ce sens-là, dans le sens où il y a de plus en plus d'indications à passer directement par un orthoptiste quand on a entre 16 et 42 ans et qu'on a vu un ophtalmo dans les moins de 5 ans et qu'il n'y a pas de pathologie, on peut avoir un renouvellement sans passer par l'ophtalmo. Et je pense que dans les années qui viennent, l'ophtalmo ne sera plus le garant de la prescription des lunettes chez tous les patients. Ça, c'est la première Parce que ce sera quoi? évolution. Ce sera une Ça machine? sera une machine ou un orthoptiste. Mhm. D'accord, Ça, c'est la première évolution que je que vois. tu Donc, vois. il y aura probablement beaucoup de modèles économiques qui vont s'effondrer, notamment les modèles de centres de santé qui sont basés sur des examens lunettes Hyper avec des rapide. cotations Mhm. de médecins. Le jour où la Sécu peut payer beaucoup moins cher pour avoir le même résultat, il faut être sûr que tous ces modèles-là s'effondrent. Et puis la deuxième évolution, je ne sais pas dans quel sens ça va se manifester, mais c'est l'intelligence artificielle, notamment dans l'interprétation des examens. Ça, je pense que ça va révolutionner beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu sais s'il existe des IA qui analysent Oui, des patterns oui, de... Parce que tout ce qu'il y a derrière l'IA, c'est surtout la prédiction. oui, C'est-à-dire que l'envie, c'est de pouvoir dire à partir d'un fond d'œil de maintenant, je sais que dans 20 ans, tu auras telle problématique. oui. Alors, je ne sais pas personnellement si ça existe. Est-ce que théoriquement c'est possible? Oui, parce que, en détectant des choses précoces, on peut prédire, l'évolution. Aujourd'hui, je ne connais pas d'application, mais les applications actuelles de l'IA en ophtalmologie, c'est surtout pour analyser ce qu'on appelle la réfraction, c'est-à-dire la correction, optique sans besoin, de médecin, ou analyser des images, notamment, des patients qui sont diabétiques, et ça d'ailleurs c'est très utile. Mhm. C'est-à-dire que le patient diabétique, dans une zone reculée, on fait une photo du fond d'œil, on met à l'IA et l'IA dit, tel stade de rétinopathie et telle recommandation. Mais l'IA prédictive, vous savez, ça va tellement vite dans ce domaine que, je ne serais pas surpris que ça arrive peut-être sur les maladies rétiniennes, oui. Et sinon, sur l'IA, sur ton quotidien, la prise de notes, enfin... Oui, alors, personnellement, dans notre cabinet, on a une application, IA qui est très, très utile, mhm, qui s'appelle Kali. Je mhm. fais un peu de pub. Oui, oui, Marie nous en avait parlé, mais je veux bien que Oui, tu qui réexpliques. s'appelle Kali. Alors, elle a été mise au point par mon associé, le docteur, Jaillant, pour gérer la prise en charge préopératoire et post-opératoire Mhm, des patients. C'est une IA qui marche, alors je ne vais pas vous donner tous les secrets, mais en pratique, le patient reçoit des textos. Donc, il s'inscrit pour une chirurgie, on va dire chirurgie de la paupière, chirurgie d'imptosis. Quand il s'inscrit, on l'inscrit dans le logiciel de façon anonymisée. mhm, Et donc, le logiciel va reconnaître le dossier, reconnaître la chirurgie qu'on a paramétrée selon les besoins du chirurgien et va accompagner le patient avant, en lui envoyant des messages à des dates clés pour vérifier les modalités. Est-ce que vous avez vos traitements? La chirurgie est prévue à temps, il faut faire telle, telle, telle démarche. Le jour d'opération,
va lui rappeler les consignes de Mmh. sécurité. Après l'opération, va lui demander comment ça va. Et les jours suivants, en fonction de l'évolution, va lui demander des feedbacks pour que le patient puisse répondre et qu'on puisse suivre le patient à distance. Alors, ça ne dispense pas des consultations de contrôle, mais ça permet déjà de les limiter. Mmh. C'est-à-dire que, typiquement, si je dois voir mon patient systématiquement, à J1 parce que j'attends, heu, tel ou tel symptôme, donc j'ai besoin de le convoquer en consultation pour savoir s'il a mal. S'il me répond par téléphone qu'il n'a pas mal, j'ai plus besoin de le voir. Ça, c'est le premier intérêt. Et puis le deuxième, c'est que à tout moment, il y a une période qui est, déterminée. À tout moment, le patient peut interagir en posant une question à l'IA. Donc l'IA reconnaît la question. Est-ce que c'est une question administrative? Est-ce que c'est une question médicale? Si c'est administratif, il transfère à la secrétaire qui répond. Si c'est médical, il transmet au médecin qui répond. Avec le temps, on enrichit l'IA par rapport aux réponses données et on se rend compte que 95% des questions sont toujours les mêmes. Mmh. Et aujourd'hui, c'est l'IA qui répond directement au patient, mais nous envoie en copie pour qu'on puisse voir ce qu'il a répondu. Et si on n'est pas d'accord ou si on veut changer quelque chose, on peut directement écrire pour que le patient reçoive le message. Et donc en pratique, la secrétaire a beaucoup, beaucoup moins de travail. Parce que toutes les questions, mon bon de transport, mon arrêt de travail, mon traitement, tiens, j'ai mis telle goutte, ça, elle n'a plus à répondre à ces questions, parce que finalement, c'est la majorité de ça qui pollue le travail de la secrétaire. Et puis le patient, il a vraiment le sentiment d'être accompagné, parce qu'il sait qu'à la moindre inquiétude, il pose une question, c'est comme si son chirurgien répondait. Et donc, on a appris à l'IA à reconnaître les signes d'urgence Mmh. qui font que si un patient opéré de cataracte se plaint à J2 d'une baisse de vision et d'un œil douloureux, l'IA va lui dire « allez consulter ». Et ça tombe bien parce que nous sommes ouverts 7 jours sur 7, donc on peut le recevoir à tout moment. Et pareil, si jamais ça lui arrive à 2 heures du matin, et qu'il se pose une question et Et il y qu'il a a une quelqu'un qui lui répond. angoisse, Voilà. au moins il y a Il y a quelqu'un qui quelqu'un lui qui lui répond. répond. Et c'est tellement bien fait que, c'est d'ailleurs très rigolo, il y a des patients qui viennent en consultation post-opératoire et qui cherchent l'IA. Parce Ouais, qu'évidemment, l'IA a un nom, qui s'appelle Kali. ouais. Et donc, j'ai une patiente, «J'aimerais alors parler elle à était Cali». âgée, hein, qui voulait remercier Kali. Ah, «Ah, est-ce pas que mal. Kali est là aujourd'hui? J'aimerais la remercier vraiment de son accompagnement, c'était super». Non, non, madame, Kali, c'est un ordinateur. Ouais, 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 mais c'est vachement C'était bien. rigolo. C'est quoi une journée type, pour toi? On entend que vous êtes ouvert 7 jours sur 7, Oui, et cetera. C'est quoi ta journée type? en tant que fondateur, du centre, on a un travail administratif, de toute façon, dont on ne peut pas se défaire. Donc typiquement, ma semaine, le lundi matin, de 10 heures à 12h30, j'ai la réunion avec les associés, au cours de laquelle on évoque différents sujets, du cabinet, l'actualité, les consultations, les difficultés s'il y en a, les problèmes à gérer, les RH et puis, les projets d'avenir de parce que nous sommes un cabinet qui est quand même jeune. Mmh. On a 5 ans d'existence, mais on a, l'ambition de grandir, donc on a sans cesse des projets en cours et donc on parle et on suit nos projets, toutes les semaines de façon, très rigoureuse. Le mardi, c'est mon jour de consultation. Donc je consulte de 8 heures à 12h30, puis de 13h30 à 18 heures. Mmh. Je fais de la consultation un peu, tout venant, c'est-à-dire que, j'ai des patients qui prennent rendez-vous directement avec moi, sur Doctolib. Le mercredi, j'opère l'après-midi. Le jeudi, c'est ma consultation pré et post-opératoire. Donc je ne vois que les patients que j'ai opérés ou que je vais opérer. Mmh. Et le vendredi, c'est ma journée off. OK, et le week-end aussi? Le week-end aussi. Alors le week-end, je suis d'astreinte, c'est-à-dire qu'il y a un remplaçant au cabinet et il m'appelle s'il y a quelque chose à gérer. Alors, c'est très rare qu'on doive se déplacer parce que nos remplaçants, ils sont expérimentés, ils sont tous chefs de clinique, ou assistants ayant terminé, l'internat. De temps en temps, ils m'appellent quand j'ai un patient, que j'ai opéré, qui revient et il doit me tenir au courant de ce qu'il a fait. Oui, j'ai l'impression que ton emploi du temps est très, enfin, tu pas de souci là-dessus, contrairement à d'autres où on pourrait entendre un certain dépassement. Là, Non, ça a c'est l'air bien assez, calibré. non, je peux dépasser d'une demi-heure, une consultation, mais, on a systématisé les choses de telle sorte que, ce soit toujours reproductible et je Et- peux même te dire où je serai exactement le 13 février 2025, tellement c'est ca Ouais, c'est cadré. c'est calibré. Et donc, c'est le mercredi, tu m'as dit, la chirurgie. C'est le mercredi après-midi, oui. Est-ce que tu aurais l'occasion de nous raconter une anecdote d'un cas hyper complexe que tu as pu opérer? Complexe en chirurgie? Alors, en privé, on les évite, les cas complexes. En privé, en général, c'est pas la même patientèle qu'à l'hôpital. À l'hôpital, justement, c'est là où on se lance des défis, on opère des choses compliquées parce qu'on sait qu'on a un backup Mhm. et on sait qu'il y a une prise en charge possible avec, d'autres personnes s'il y a un souci. En privé, quand il y a des cas complexes, en général, ce sont des surprises, hein. On ne s'y attend pas du tout.
Mais ma vie au bloc opératoire est plutôt ennuyeuse parce que je fais des choses, je fais des choses que j'ai tellement l'habitude de faire que ça se passe toujours de la même façon. OK. Est-ce que dans ton emploi du temps, donc, tu as des hobbies à côté de ton métier, de ton travail? Oui, mon fils. Ouais, OK. Mon fils, qui a 4 ans, qui s'appelle, Arthur, Ah bah, que j'essaye, oui, les meilleurs, les Arthur. c'est ça. Il est pas tout à fait, correct mon emploi du temps. En fait, le mercredi après-midi, c'est 1 fois sur 2 D'accord, et l'autre fois sur 2, c'est le vendredi matin d'accord, et donc j'ai un mercredi après-midi sur 2 avec Arthur. avec mon fils. Bon, je fais que ça en dehors et Le foot, c'est fini? le Parce foot est que terminé depuis que je me suis cassé le tendon d'Achille. Rompu le tendon d'Achille il y a 2 ans et je n'ai pas pu travailler pendant 6 semaines et aujourd'hui, si je ne travaille pas pendant 6 semaines, alors c'est toujours possible, mais il faut que ce soit pour voyager ou pour être en vacances. Pas pour, avoir un plâtre, ah, c'est pas risque, en fait, tu n'en fais plus parce que tu as peur d'être j'ai peur de blesser. immobilisé et de pas Exactement, pouvoir, d'accord. exactement. Alors, j'ai pas beaucoup de temps non plus. Alors on peut toujours trouver le temps, mais depuis cette rupture de tendon d'Achille, j'ai arrêté de jouer au foot. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune étudiant, qui a envie de se lancer, dans l'ophtalmologie? Ça dépend à quel niveau il est. Si je me projette sur mon fils, je vais peut-être t'étonner, je vais lui dire: «Surtout ne fais pas médecine. OK. Surtout ne fais pas médecine», avant même de parler d'ophtalmo. Parce que, bien sûr, il y a eu des changements entre mon époque et aujourd'hui. Je pense que c'est quand même un parcours qui est très éprouvant. Ce que je n'ai pas aimé, c'est le côté incertitude. OK. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, on donne beaucoup, sans être sûr de ce qu'on va avoir à la fin. Vous me direz, heu, bon, à la fin, si tu es médecin, c'est bien. Mais, il faut imaginer qu'on est, pendant plus de 10 ans, dans une ambiance de compétition permanente pour essayer d'avoir mieux que les autres. Avec le recul, je trouve que c'est pas sain. Mmh. Je trouve que c'est pas sain comme, formatage ou comme construction. On est en première année, on veut réussir le concours mieux que les autres. Après, on est externe, on veut être mieux vu que les autres pour être mieux noté. On est interne, on veut avoir le meilleur poste de chef de clinique. On se bat tous on convoite tous la même chose. On est, chef, mais on veut opérer mieux que l'autre, plus vite que l'autre, plus que l'autre. Même quand on est installé en privé, on arrive au bloc opératoire, on regarde le programme des autres. Tiens, moi j'opère plus que lui, lui il fait ça. Tiens, il a eu une complication, encore une autre. J'aime pas trop Cette ambiance-là. cette ambiance et c'est pas quelque chose que je souhaite pour mon fils. Si par contre, il y a je rencontre un étudiant qui est déjà en médecine, et qui veut faire ophtalmo, je lui dis: «Mais fais ophtalmo». Enfin, Mmh. si je devais refaire 10 fois le choix, je pense que je referais 10 fois le même choix de spécialité. Parce que je trouve que c'est le meilleur compromis en termes d'intérêt de la discipline, de la représentation que ça a aussi. Parce que, alors c'est pas du tout pour dénigrer, les autres, hein, je pense que tous les médecins, sont utiles et importants. Mais il y a quelque chose que les patients nous renvoient beaucoup, ça se résume en une phrase, hein: «Les yeux, c'est important». Il y a un côté tellement mystérieux à l'ophtalmologie que ça vous fait sentir quelque part unique. Alors, on est aussi challengé. J'ai des patients qui arrivent en consultation parfois avec ChatGPT en disant: «ChatGPT m'a dit que j'étais, astigmate, et normalement c'est ça qui provoque ma fatigue visuelle et qu'est-ce que vous me racontez, c'est pas ça». Non. Mais on est beaucoup moins remis en question par les patients ou même par les confrères que d'autres spécialités. Parce que si vous êtes cardiologue, il y a toujours le pneumologue qui peut vous challenger sur, telle ou telle, chose. L'ophtalmo, personne ne connaît. À l'hôpital, on a des professeurs qui demandent un avis ophtalmo pour une conjonctivite. Ouais. Tellement, ça parle à personne. Donc j'aime bien ce, côté-là, le confort de vie et puis le côté médical et chirurgical aussi. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de spécialités qui sont assez clivées. Quand vous êtes Mmh mh. cardiologue, vous êtes soit cardiologue, soit chirurgien cardiaque. Mmh. Vous n'êtes pas les 2. Mmh. En ophtalmo, on est les 2. Donc, ça c'est très riche et je pense pour ça que c'est la meilleure spécialité. Le docteur Rambaud, qui est aussi, ophtalmo, qu'on a Mmh. qu'on a reçu ici, disait aussi qu'il y avait quelque chose de très intéressant avec l'ophtalmologie, c'était que c'était immédiat, quoi. C'est-à-dire que la réparation et c'est très gratifiant. C'est-à-dire qu'on passe de Exactement, quelqu'un qui a des gros problèmes de vue à, exactement, je vois. en quelques jours, enfin ou quelques mois, je suis peut-être parfois, Complètement, se complètement, remet à voir et ça c'est quand même complètement. assez incroyable par rapport C'est à très concret. Par rapport à d'autres choses où les récupérations sont longues, donc c'est ça très te concret. correspond très bien. Oui, On est le encore côté là concret. dans le concret. Mmh. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de te Plaisir recevoir. partagé. Si les formations que Ludovic a faites avec nous sur l'ambliopie et la coordination entre ophtalmologistes et orthoptistes vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Grad Santé. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires ainsi que l'ensemble de notre catalogue.
On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast avec un de vos confrères. Suivez-nous pour n'en rater aucun.